Bonjour Général Dominique Trinquant. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Visage bien connu de l'antenne de LCI. Évidemment, la guerre en Ukraine, il en sera question dans cette interview. Avec d'abord cette nouvelle révélée hier. Londres va envoyer des missiles de longue portée. Il va devenir le premier pays à fournir des missiles donc de longue portée à l'Ukraine en réponse à l'agression continue de la Russie. C'est la fin d'un tabou pour vous ? Oui, je pense que c'est la fin d'un tabou. On sait que les Ukrainiens demandaient depuis longtemps des armes à longue portée, essentiellement des HIMARS en fait. Et ça, les Américains refusaient de donner ceux qui allaient pouvoir tirer à 350 km ou 400 km. Et là, les Britanniques, qui ont toujours été en pointe dans le soutien de l'Ukraine, vieille histoire qui date de la Première Guerre mondiale, les Britanniques décident de fournir des missiles, qui sont des missiles franco-britanniques au passage. Absolument, fabriqués avec la France. Voilà, exactement, et qui permettent à partir d'avions, de frapper très très loin et de façon très efficace, puisque ce sont des missiles où on intègre les données de la cible, donc très précis, et qui volent au ras du sol, j'allais dire, pour frapper leur cible. On les appelle donc ces Storm Shadow, effectivement, une portée de plus de 250 km. C'est plus que toutes les autres armes fournies à Kiev depuis le début de cette guerre. Oui, alors les données techniques industrielles vont jusqu'à 500 km. Donc ça permettrait en fait d'atteindre la Russie dans la profondeur. Je pense que les Occidentaux ayant toujours mis cette ligne rouge, les Britanniques ont mis cette ligne rouge, mais ça veut dire qu'il y a une confiance entre les Ukrainiens et les Britanniques. Ligne rouge, c'est-à-dire il ne faut pas trapper en Russie avec de l'armement occidental. Uniquement les territoires occupés. Voilà, uniquement les territoires occupés, parce qu'il y a eu des frappes, on le sait, en territoire russe, mais d'abord les Ukrainiens se sont toujours gardés de dire que c'était eux. Deuxième point, ça n'a jamais été, ce ne sont jamais des matériels occidentaux. Donc je pense que là, les Britanniques ont obtenu l'accord des Américains, parce que les Britanniques ne le feraient pas sans l'accord des Américains, et ont une confiance dans ce que les Ukrainiens leur disent, c'est-à-dire nous ne frapperons pas sur le territoire russe lui-même. Ils présentent néanmoins un inconvénient, ils ne peuvent être tirés que de la mer ou des airs. Ouais. Et là, pose la question des avions. Comment cela va-t-il se passer ? Eh bien, écoutez, les avions que les Ukrainiens ont reçus sont des MiG-29, donc des avions d'origine soviétique, russe. Je pense que les Britanniques ont travaillé très en amont pour adapter le système à l'avion, ce qui me paraît pas, alors je suis pas dans la technique et je suis pas un aviateur, donc j'espère ne pas dire de bêtises, mais le missile lui-même a une certaine autonomie, donc c'est-à-dire la programmation du missile, puis monter sur l'avion et le lancer à partir de l'avion. Donc je pense que ça peut se faire de cette façon-là. Ça pourrait être un tournant dans cette guerre ? Alors je pense que, si vous voulez, les Britanniques, qui sont très près du plan de renseignement avec les Américains et les Ukrainiens, savent probablement qu'il y a des cibles stratégiques importantes à frapper en territoire occupé et qui ne pourront l'être que par l'utilisation de ces missiles-là. Et c'est pour ça qu'ils le font. Donc ça contribue, si vous voulez, au façonnage du champ de bataille stratégique avant l'offensive terrestre directement. Les questions de délai, ils pourraient être livrés à l'Ukraine assez rapidement, parce qu'on a parlé des chars Abrams américains qui ne seront pas livrés avant la fin de l'année. Là, c'est une question de semaines et de mois. Est-ce que l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, peut compter sur ces missiles à longue portée rapidement ? Ou est-ce qu'on est dans des délais finalement de long terme ? Non, je pense qu'il y a eu une préparation antérieure. On sait qu'il y a des pilotes ukrainiens qui étaient en Grande-Bretagne pour être formés. Ouais. Donc le problème, c'est un problème technique du missile sur l'avion. Je pense qu'il a été réglé, et que si l'annonce arrive maintenant, c'est que le système a été réglé. Avec des Ukrainiens et des militaires formés en capacité de les utiliser. Exactement, et sur de l'armement dont ils savent se servir, c'est-à-dire des avions russes. Ça n'est pas de nouveaux avions comme les F-16 dont on parlait beaucoup. La réaction du Kremlin ne s'est pas fait attendre via son porte-parole Dmitri Peskov, qui a promis pour sa part une réponse appropriée de l'armée russe. C'est finalement réaction attendue. Oui, tout à fait. On n'est pas dans l'escalade, on est dans les réponses attendues de la part de la Russie sur les armements. C'est la réponse qu'il y a eu à chacune des fois qu'un nouvel armement était, les patriotes, les chars, etc., étaient donnés à l'Ukraine. Annonce donc des Britanniques. Les eurodéputés, ont voté cette semaine en faveur d'une procédure d'urgence pour traiter le texte de loi permettant d'accélérer la production de munitions de l'Union européenne, un plan à environ 500 millions d'euros. Est-ce que, de votre point de vue, spécialiste, observateur de ce qu'il se passe, vous êtes confiant sur les capacités de l'Union justement à fournir des munitions à l'Ukraine
en assurant nous-mêmes notre propre sécurité. Est-ce qu'on en fait assez ? Alors, je pense, dans un premier temps, fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin aujourd'hui pour son offensive. Ça, les Européens sont décidés et ont mis la date de la fin du mois de mai pour la livraison de ces armes. Ursula von der Leyen le répète à longueur de discours, ce soutien. Elle s'est rendue d'ailleurs à Kiev très récemment. C'est crédible ? Oui, c'est crédible. Ça veut dire vider nos stocks pour pouvoir les fournir à l'Ukraine. Et le deuxième temps, vous le soulignez, c'est reconfigurer nos stocks et monter en puissance. Les Européens se sont réveillés. Ouais. Je souligne au passage que la France s'était réveillée il y a 6 ans. Le budget français avait été augmenté considérablement et la nouvelle loi de programmation va quasiment doubler ce budget. Même si ce déclenchement de cette guerre en 2022 a quand même été le révélateur de manquements. Voilà, alors bien sûr, ça a été le manquement chez les Européens qui tous se réveillent, la Pologne en tête, l'Allemagne aussi, mais pour l'instant, c'est beaucoup de discours, peu de réalité. Et puis la France qui continue. Simplement, il faut bien faire la différence entre, j'allais dire, les pays du front, les pays baltes, la Pologne, la Roumanie, ils sont directement le nez... Par leur position géographique. Bien sûr, géographiquement, ils sont le nez sur ce combat. Nous sommes beaucoup plus loin et notre problème est différent. C'est pour ça que la loi de programmation militaire française est différente. En terminant finalement ce chapitre de fourniture d'armes, on apprend aussi dans le même temps que l'Afrique du Sud serait un discret fournisseur d'armes à la Russie. Un navire russe a été... aperçu au large des côtes sud-africaines. Son transporteur a bloqué pendant 3 jours environ et on apprend qu'il aurait accosté près de Cape Town, près d'une base navale et aurait été livré d'armes sud-africaines pour la Russie. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors que depuis le début de ce conflit, l'Afrique du Sud est un pays dit non aligné. Alors moi, ça m'a deux réflexions. La première, technique. Quel armement les Sud-Africains vont pouvoir fournir aux Russes ? Moi, si vous voulez, je connais des véhicules blindés, des munitions, mais enfin, c'est pas ça qui va changer le cours de la guerre. Pas des grands spécialistes de... Non, de l'armement, mais de l'armement assez basique. Donc ça veut dire, dans quel état est l'armée russe si elle est obligée de s'approvisionner auprès d'un pays qui va peut-être lui fournir des munitions, peut-être des véhicules blindés, mais enfin pas de haut du spectre. C'est le témoignage, là encore, pour vous, d'une faiblesse de l'armée russe qui cherche par tous les moyens. Complètement. Ça, c'est vu du côté russe. Vu du côté sud-africain, écoutez, les Sud-Africains, moi, je croyais qu'ils étaient non alignés. C'est le terme employé aux Nations Unies. Non alignés, ça veut dire qu'on ne s'aligne pas, ni sur les Américains, ni sur les Russes. Et donc là, ils sont en train de transgresser quelque chose. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'ambassade américaine qui a révélé ça. C'est-à-dire que l'ambassade américaine révèle qu'elle est au courant de cette livraison. Donc il va y avoir quand même quelques explications de gravure, si j'ose dire, entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Mais le problème, permettez-moi une petite parenthèse sur les Américains, c'est que les Américains, ils ont du mal à convaincre. Ils ont du mal à convaincre les BRICS, les non-alignés. Pourquoi ? Parce que tout le monde leur rappelle 2003, leur rappelle la débandade en Afghanistan, et leur dit « arrêtez de nous donner des leçons ». Donc là, il y a tout un travail de conviction à faire, plus que d'usage de la force. Mais la position non alignée aujourd'hui de l'Afrique du Sud, qui refuse de condamner la guerre en Ukraine, en prend quand même un sérieux coup. Oui, alors elle refuse de condamner la Russie. Ceci étant, elle n'est pas comme le Mali qui soutient la Russie. Donc c'est une position ambiguë. Dans les votes aux Nations Unies, il y avait ceux qui votaient pour condamner, ceux qui soutenaient, et ceux qui s'abstenaient, et ceux qui n'allaient même pas voter. Bon, cette espèce de magma au milieu, ce sont des gens qui cherchent leurs intérêts, des pays, pardon, qui cherchent leurs intérêts personnels, et parfois leurs intérêts sont éloignés des intérêts américains. Général Trinquant, venons-en maintenant à cette contre-offensive ukrainienne dont on parle depuis des semaines, voire des mois. La météo, on en a parlé ensemble il y a quelques semaines, empêchait cette contre-offensive, la fameuse Rasputitsa qui finalement empêche les chars d'avancer comme ils le voudraient. Le président ukrainien, hier, a interpellé par ses propos dans une interview à la BBC en disant que finalement, il perdrait beaucoup de monde s'ils agissaient tout de suite. Je pense que c'est inacceptable, donc nous devons attendre. Nous avons encore besoin d'un peu de temps supplémentaire. Que disent ces mots du président ukrainien? On va revenir sur les possibles scénarios un peu plus tard au cours de cet entretien, mais ça interpelle quand même parce que on a une armée ukrainienne avec ses alliés, on a ses fournitures d'armes. L'armée n'est pas prête encore ?
Alors, je pense que les propos du président ont deux objectifs. L'un, parler vrai, c'est dangereux, mais c'est possible. L'autre, induire en erreur. On n'est pas prêt, on doit attendre et dans 8 jours, ça démarre. Une espèce de jeu de poker menteur, voilà. Ça aussi vous y croyez? Je pense que ça peut être les deux. Je ne crois ni à l'un ni à l'autre, ça peut être les deux. Dans le cas de parler vrai, c'est une fenêtre extrêmement sensible en ce moment. On fait monter la tension en Russie, qui devient très fébrile face à cette attaque. Les Ukrainiens sont extrêmement optimistes sur cette attaque, mais là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a des troupes qui sont prêtes, qui sont armées, qui sont dispersées et qui vont se concentrer, et c'est une phase extrêmement vulnérable. Donc il faut faire très attention que les Russes n'identifient pas et ne frappent pas avant la contre-offensive. Donc c'est un moment difficile. Ce qui pourrait accréditer cette thèse de poker menteur du président ukrainien, ce sont les mots de Prigojine, de la milice Wagner. Alors encore une fois, on peut aussi temporiser les déclarations, mais il accuse aujourd'hui le président ukrainien d'être malhonnête dans ses propos à la BBC, car la contre-offensive ukrainienne, dit-il, bat son plein, se basant notamment sur ce qu'il se passe sur un point de crispation qui est Bakhmout. Et là aussi, on s'interroge sur les capacités des uns et des autres à agir dans le temps présent. Alors je pense qu'il y a deux choses. L'offensive a commencé. Les frappes dans la profondeur, les sabotages, etc., ça contribue à la préparation de l'offensive. Ça, c'est une chose. Ensuite, sur Bakhmout, pardonnez-moi, mais Prigojine, il a le nez sur le guidon, là. Il est en train de regarder là où il est dans le marasme. Et là, il y a eu des contre-attaques locales qui ont permis aux Ukrainiens, qui avaient très bien tenu dans la défensive, de reprendre. Mais et des départs aussi de troupes russes, oui, visiblement, des désertions. Il y a eu effectivement une contre-attaque et puis des unités qui se sont débandées à écouter M. Prigojine. Mais je veux dire, c'est le nez dans le guidon. Est-ce que l'offensive va être là? Non, je ne le pense pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser la faiblesse russe ponctuelle sur ce point qu'est Bakhmout, mais ça veut dire simplement que Prigojine, lui, ne regarde que l'endroit où ça fait des mois qu'il combat, qu'il n'a pas gagné. Il faut bien qu'il trouve une excuse à sa défaite, et de dire que l'offensive russe est là, c'est une excuse pour lui. Avec finalement le témoignage aussi que la milice Wagner et les militaires russes aujourd'hui sont en fracture totale. Il y a un manque de communication criant quand on voit les déclarations des uns et des autres, et des propos qui vont très loin d'ailleurs du dirigeant de la milice Wagner. Et ça, si vous voulez, c'est un révélateur de l'État russe. Qu'un État puisse accepter qu'un mafieux ait monté une force avec des prisonniers, avec de l'armement fourni par l'armée russe, et insulte l'armée russe, jusqu'à indirectement insulter le président, puisqu'il parle du grand-père. Et le grand-père dans le bunker, c'était le surnom donné à Moscou pour M. Poutine pendant la Covid. Donc, si vous voulez, c'est quand même incroyable. Mais pourquoi va-t-il si loin? Il est si intouchable aujourd'hui? Je pense qu'il connaît tous les cadavres qu'il y a dans les placards de Poutine. Donc, il est... et puis, Poutine en joue vis-à-vis de son armée, avec Shoigu et le chef d'état-major des armées. Donc, tout ceci est extrêmement opaque. Et au passage, ça ne rassure pas sur la qualité de la gouvernance en Russie. Général Trinquant, une contre-offensive donc qui prend du temps à se mettre en place. Dans un numéro, une longue enquête de l'Express où vous intervenez, des scénarios sur cette contre-offensive sont évoqués. J'aimerais revenir avec vous ce matin sur ces scénarios justement, qui évoquent effectivement toutes les pistes possibles. Vous, en tant que spécialiste, d'autres spécialistes, professeurs à l'école notamment supérieure de la défense nationale de Stockholm, sont interrogés, des militaires également, avec d'abord un premier scénario. On sera accompagné de cartes pour en parler. Celui d'abord d'une percée ukrainienne. L'armée de Kiev parvient à enfoncer les défenses russes sur un endroit du front et avancer sur plusieurs dizaines de kilomètres. Est-ce que ça vous paraît aujourd'hui probable, effectif pour l'armée de Volodymyr Zelensky? Écoutez, l'armée ukrainienne dispose de tous les moyens. Les forces entraînées aux États-Unis, en Angleterre, en Europe. Les chars Léopard. Les chars, les blindés, l'artillerie. Elle a les logistiques, les munitions. Elle a les plans
le renseignement, etc. Donc elle a tous les moyens pour réussir ça. Est-ce que ça va réussir? Là, on est dans le brouillard de la guerre. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va réussir. Nous sommes sur des hypothèses, en effet. Deuxième scénario, celui qui consisterait en un effondrement total du front russe, celui d'un choc où l'armée s'effondrerait. Vous en parlez dans cet article de l'Express. En plus de percer les défenses russes et d'ouvrir une brèche, l'armée ukrainienne parviendrait par exemple jusqu'à la mer d'Azov. Là encore, on est sur des hypothèses. Mais ce sont des plans sur lesquels l'armée ukrainienne travaille, Bien effectivement. Sûr. Ça, c'est l'option 1 qui réussit. Et on peut aller plus loin. Et on est derrière les défenses russes. Et on le voit. Et là, l'effondrement russe, moi je pense toujours au poème de Victor Hugo sur Waterloo. Vous savez, ces armées qui avaient vaincu l'Europe et d'un seul coup, la panique les emprunte. C'est-à-dire que derrière les défenses russes, l'armée ukrainienne a contourné, a pris à revers l'armée russe. Et là, on ne sait pas quel peut être le phénomène psychologique qui fait que l'armée russe... Alors on parle de Bakhmout, tout le monde se bat depuis des mois, mais il y a des tas d'endroits où les combats sont relativement minimes. Et là, d'un seul coup, ils sont submergés par les Ukrainiens. Que va-t-il se passer? On ne sait pas. Et ça peut aller jusqu'au Kremlin. La question se pose justement de savoir si Vladimir Poutine y survivrait d'ailleurs. Exactement. La question est posée. C'est la question. Et les Américains ont très peur de l'éclatement de la Fédération Russie. Et souvenons-nous que dans un scénario pareil, on ne maîtrise pas tout. Et c'était quelque chose, on est vraiment dans l'inconnu dans les semaines, voire les mois qui viennent. La possibilité d'un troisième scénario est évoquée, celui du statu quo. Peut-être redouté par toutes les puissances occidentales aujourd'hui, un gel total du front. Là aussi, ça vous paraît, en tout cas, dans la perspective d'une guerre longue, de position, une possibilité? C'est une possibilité. Donc le scénario 1 et 2 ne se déroulent pas comme convenu. Les Russes tiennent bien sur des positions qu'ils ont extrêmement bien préparées. Ils ont la capacité d'avoir des réserves qui contre-attaquent face aux attaques ukrainiennes. Et dans ce cas-là, le front se fige. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On se retrouve en 2014. Est-ce qu'on s'arrête là et on négocie ou on négocie pas et on attend un an pour une autre opération? Un général dit on ne peut pas exclure que les Russes se montrent plus habiles en défense qu'à l'offensive. Bien sûr. Et ils ont très bien préparé leur position. Est-ce qu'ils seront meilleurs? Il faut savoir que pour l'offensive ukrainienne, il va falloir avoir un rapport de 1 à 5 Ukrainiens pour 1 Russe, pour arriver à percer. Est-ce qu'ils vont arriver à le faire ou pas? Alors, on est bien d'accord, c'est pas sur le front de 800 km. Hein. Bien sûr. Sur un front de 40, 50, 60 km. Beaucoup plus limité. Voire sur 2 positions, et puis d'envoyer les réserves là où ça percera. Donc, on ne sait pas. Quatrième scénario, c'est passionnant parce qu'en même temps ça dit beaucoup de ce qui se trame également, celui du pire pour Kiev finalement. La contre-offensive ukrainienne est impuissante, mais en plus de cela, les forces de Kiev s'épuisent. C'est celui le moins crédible selon plusieurs chercheurs spécialistes. Et vous-même, vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas pour la raison suivante, c'est que Bakhmout est attaqué depuis des mois, n'a pas réussi à être pris. Pourquoi est-ce que les Russes, d'un seul coup, réussiraient? Vous voyez, ça me paraît assez improbable. Oui, car après 9 mois autour de Bakhmout, la ville n'est toujours pas tombée. Exactement. Donc ça veut dire que les Russes n'ont pas la capacité de monter ces offensives-là. Je pense que le mieux pour la Russie, c'est le scénario 3. Et bien sûr, le mieux pour l'Ukraine, c'est le scénario 2. On s'interroge aussi sur l'inefficacité des frappes russes. C'est en question aujourd'hui, Général Trinquant. Il y a quand même une question sur l'efficacité de ces frappes. Cette semaine notamment, un exemple frappant, 25 missiles ont été lancés par la Russie sur l'Ukraine pendant la nuit, dont 15 à Kiev. Et d'après le conseiller spécial de Volodymyr Zelensky, 23 d'entre eux ont été détruits par la défense aérienne des forces armées ukrainiennes. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que les frappes russes sont désormais plus faibles que la défense antiaérienne ukrainienne? Oui. Je dirais que la défense ukrainienne est plus forte que les attaques russes. Maintenant, il faut se méfier d'une chose, c'est de l'épuisement des munitions antiaériennes. À force de frapper comme ça, l'important est quand même de préserver la couverture antiaérienne au moment de l'offensive. Parce que si elle était faible à ce moment-là, l'armée russe pourrait, ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à maintenant, mais elle pourrait le faire, engager son aviation contre l'offensive et casser l'offensive ukrainienne. Donc il faut se méfier des préalables du combat, de l'offensive, qui permettent de situer un petit peu les points faibles et les points forts des deux belligérants. Général, on arrive quasiment à la fin de cet entretien. Juste, finalement, vendredi matin,
manière de faire le bilan de cette semaine, et une image qui a marqué, ce sont ces défilés du 9 mai, mardi, à Moscou. On était quand même très loin de la démonstration de force. Le chef des armées, d'ailleurs, était absent. Que vous a évoqué ce défilé? Écoutez, je vais vous donner le retour de Russes qui ne sont pas forcément pro-Poutine, mais qui disaient que c'est triste. Le 9 était une grande fête en Russie. C'était le moment où on avait vaincu l'armée nazie, où on était libéré, où il y avait eu 20 millions de morts. Donc c'était une grande fête. Et là, c'est pitoyable. C'est triste. Il y avait un char, il y avait des véhicules blindés à roues parce que toutes les chenilles ont été envoyées sur le front ou ont été détruits. Il y avait le président Poutine qui essayait de se sauver en parlant quasiment pas de l'Ukraine, mais du fait que la Russie était attaquée. C'était très triste pour la Russie. Général Trinquant, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Tout de suite, c'est votre météo Ange et ce sera le temps de l'info avec Elisabeth Martichoux. Belle journée.